Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Revenons brièvement sur le calcul de la double dépense. Pour comprendre le calcul de Satoshi Nakamoto, nous avons vu qu'il fallait supposer que l'attaquant prémine un bloc avant de lancer son attaque. On suppose que l'attaquant accomplit un travail préliminaire supplémentaire, où il parvient à prendre l'avantage d'un bloc sur la blockchain officielle avant de lancer véritablement son attaque. Ensuite, on l'a vu, on peut dérouler le calcul et on aboutit alors à une formule fermée avec une fonction bêta régularisée incomplète. Mais allons plus loin. Un attaquant pourrait préminer davantage qu'un seul bloc. Par exemple, 2, 3, ou même carrément Z plus 1 bloc, par exemple, où Z est le nombre de confirmations demandées par le marchand ou la plateforme d'achat que l'attaquant cherche à escroquer. Il est toujours possible de formuler une telle hypothèse. En effet, imaginons que l'attaquant mine seul, dans son coin, des blocs, les uns à la suite des autres, et qu'il revient miner sur le dernier bloc de la blockchain officielle, dès qu'il a un bloc de retard sur elle. L'avance, éventuellement réduite à 0, de l'attaquant sur la blockchain officielle, peut se matérialiser par une chaîne de Markov biaisée sur l'ensemble des nombres entiers naturels, qui est de plus réfléchi en 0. La probabilité d'aller à droite est Q. C'est la probabilité qu'a le mineur de trouver un bloc avant les honnêtes mineurs. Et celle d'aller à gauche ou de rester en 0 est P égale 1 moins Q. L'état N, avec N entier naturel, signifie que l'attaquant a une avance de N blocs sur la blockchain officielle. Cette chaîne de Markov est irréductible, chaque état est atteignable, elle est aussi récurrente positive, car Q est inférieur à 1,5, ce qui signifie qu'on revient en temps fini à n'importe quel état donné. Cette durée peut être très grande, certes, mais le point est qu'elle est finie. Concrètement, cela signifie ici qu'il est toujours possible de préminer Z plus un bloc et la durée pour y parvenir est finie en moyenne. Cette phase préliminaire étant achevée, l'attaque à la double dépense réussira alors à tous les coups. Dans le pire des cas, même si l'attaquant ne mine aucun bloc, alors que les honnêtes mineurs en minent Z. Étant donné que l'attaquant a déjà préminé Z plus un bloc, cela suffit pour réussir son attaque. Avec probabilité 1, l'attaque à la double dépense sera une réussite. On comprend donc que le calcul de la probabilité de réussite d'une attaque à la double dépense, telle qu'imaginée par Satoshi Nakamoto dans la section 11 de son papier fondateur, ne suffit pas. Il faut prendre le problème avec plus de hauteur et chercher à comprendre pourquoi une stratégie de minage, déviante ou non, serait supérieure à une autre. Et on comprend alors, dans l'exemple précédent, où la phase de préminage peut être très longue, que la durée de l'attaque va jouer un rôle important. La notion de taux de hachage d'une stratégie de minage va nous aider à y voir plus clair. Selon les traces qu'il a pu laisser ici ou là, il est à peu près clair que Satoshi Nakamoto pensait que les règles du protocole Bitcoin qu'il a inventé sont en phase avec les intérêts des différents acteurs présents sur le réseau. Même s'il n'a pas été directement interrogé sur ce sujet, il n'y a qu'à relire le papier fondateur du Bitcoin pour s'en convaincre, et notamment la section 6 sur les incitations à suivre le protocole. L'intérêt privé des mineurs qui cherchent à maximiser leurs gains rejoindrait donc l'intérêt public
qui souhaitent naturellement voir des blocs validés régulièrement dans un registre stable et de confiance. Ce point a d'ailleurs conduit certains commentateurs à avancer le nom de John Nash, le fondateur de la théorie des jeux modernes, comme étant Satoshi Nakamoto lui-même. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Il n'en demeure pas moins que les réflexions de John Nash sur l'argent idéal, développé au milieu des années 90, a pu jouer un rôle dans la genèse du Bitcoin. On sait en tout cas qu'elles ont marqué les esprits de certains cypherpunks comme Al Finney, un cryptographe américain, qui fut le premier bénéficiaire d'une transaction Bitcoin. Quoi qu'il en soit, dès 2010, certains adeptes du Bitcoin, sur le forum bitcointalk.org, créé par Satoshi Nakamoto, se sont mis à douter d'un point précis du protocole. Pourquoi les mineurs devraient-ils rendre immédiatement public leur découverte? S'ils découvrent un bloc nouveau, ne peut-on pas imaginer qu'ils puissent tirer profit de leur découverte pour creuser davantage l'écart avec la blockchain officielle en continuant à miner secrètement, ce qui leur assurerait un revenu encore plus important? Est-il vrai que la stratégie honnête qui consiste à toujours publier ces blocs soit la plus rentable? Afin de poursuivre, mettons-nous d'accord sur ce qu'est une stratégie. Nous considérerons qu'il s'agit d'une suite d'actions prises par le mineur qui décide régulièrement de l'endroit où il mine et des blocs déjà minés qu'il rend publics. Une stratégie de minage a toujours un début et une fin, et ne dure pas infiniment. À un moment donné, quelle que soit l'issue de la stratégie, le mineur, tel Sisyphe, revient miner sur le dernier bloc de la blockchain officielle, comme au début de son attaque, et la durée de ce qui peut se définir mathématiquement comme une excursion doit être finie en moyenne. Par suite, l'activité du mineur consiste en une suite de cycles d'attaque indépendants entre eux. Pour fixer les notations, on note grand T indice I, la durée du ième cycle d'attaque, et grand R indice I, le revenu du mineur à l'issue de ce cycle. Après n cycles, le revenu du mineur par unité de temps est R1 plus tatata plus Rn divisé par T1 plus tatata plus Tn. Les grands R indice I sont des variables indépendantes et identiquement distribuées. Il en est de même pour les TI. Le revenu du mineur provient des blocs qu'il parvient à découvrir. Or, le processus qui compte le nombre de tels blocs découverts est un processus de Poisson, comme on l'a vu dans une vidéo précédente. Par suite, sous l'hypothèse espérance de TI finie, on peut naturellement montrer que espérance de RI également finie et somme des RI sur somme des TI converge vers espérance de R divisé par espérance de grand T. Cette dernière limite est une conséquence de la loi forte des grands nombres. Ceci nous amène à la définition suivante. On appelle taux de rendement d'une stratégie de minage le quotient espérance de R sur espérance de grand T, où grand R et grand T désignent respectivement le revenu du mineur à l'issue d'un cycle d'attaque et la durée d'un cycle d'attaque. Nous avons la propriété suivante qui permet de comparer deux stratégies de minage. Soit Xi et Xi', deux stratégies de minage possédant des taux de rendement gamma et gamma' et des coûts de minage identiques par unité de temps. Alors, Xi est plus performante que Xi', si et seulement si gamma est plus grand que gamma'. Démonstration. La quantité qui permet de quantifier l'efficacité d'une activité économique est le revenu net par unité de temps. Revenu net signifie revenu moins coût.
soit CI, le coût d'exploitation d'un mineur durant le cycle I suivant la stratégie XI. Après n cycles, son revenu net par unité de temps est la somme des RI sur la somme des TI moins la somme des CI sur la somme des TI. Cette dernière quantité converge vers gamma moins upsilon, où gamma est le taux de rendement de la stratégie et upsilon est le coût par unité de temps. D'où le résultat, on a gamma moins upsilon strictement plus grand que gamma prime moins upsilon si et seulement si gamma est strictement plus grand que gamma prime. Arrêtons-nous un instant sur la notion de coût de minage. Le coût de minage dépend de différents paramètres, dont le prix des machines, les salaires versés aux employés, le prix de l'électricité, le taux de change Bitcoin-dollar. Mais il est fondamental de remarquer que ce coût ne dépend pas du fait que le mineur garde ou non des blocs secrètement sur son ordinateur, sans les partager au reste du réseau. Ceci a un impact sur son revenu, mais pas sur son coût d'exploitation. Par suite, pour peu que le mineur utilise toujours ses machines à pleine puissance, le coût de minage est indépendant du choix de la stratégie utilisée. Il en résulte que la quantité clé qui permet de quantifier la performance d'une stratégie est son taux de rendement, espérance de R divisé par espérance de grand T. Et comme en physique, on aime manipuler des quantités sans dimension. Par suite, on prendra comme taux de rendement réel la quantité espérance de R divisé par espérance de T fois taux 0 divisé par B, où taux 0 est égal au temps de minage interbloc prévu par le protocole, en l'occurrence 10 minutes pour Bitcoin, et petit b égale la valeur moyenne contenue dans un bloc. À l'heure actuelle, cette quantité est surtout constituée de la création monétaire contenue dans chaque bloc, appelée Coinbase, et qui vaut 6,25 Bitcoin aujourd'hui et très bientôt 3,125.